Reportage VIP, 13h, 14h. Bonjour à tous, Florent pour Reportage VIP, RVVS 96.fm, www.rvvs.fr. Aujourd'hui, nous partons autour de la cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire avec Hervétis. Ça va nous emmener sur une programmation sur RVVS et dans l'émission Reportage VIP autour de la découverte, tout d'abord de la chimie, puis de Nicolas Curti qui a travaillé avec Hervétis pour découvrir notamment et développer la chimie et la cuisine. Seconde partie avec la gastronomie moléculaire et la cuisine note à note, faire la distinction, qu'est-ce que c'est la cuisine de synthèse. Puis dans une troisième partie, on parlera des inventions avec Pierre Gagnère et Hervétis, plus qu'est-ce que la recherche, tout simplement, la recherche fondamentale. Est-ce que c'est trouver des réponses à des questions? Bonne question en tout cas. Vous découvrirez la vision de Hervétis par rapport à la recherche fondamentale et son rôle essentiel pour la société. Puis, dans une dernière partie, nous écouterons les souhaits d'Hervétis. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter et à tout le monde? Et donc on élargit la question pour savoir quels sont les ingrédients pour passer un bon moment et continuer à apprendre en souriant, puisque c'est la trame qui sera dénouée tout au long de cette émission autour de la cuisine et de la chimie. Nous tenons à remercier Hervétis qui est le fil conducteur de cette émission autour de la cuisine, de la gastronomie et de la chimie sur RVVS 96.fm, www.rvvs.fr, la web radio de Reportage VIP, le www.vipradioonline.fr. Il est 13h passé de 5 minutes en France, non pas partout dans le monde, avec les fuseaux horaires. À Barranquilla, en Colombie, il est 7h passé de 5 minutes. Et tout de suite, on va commencer avec la première partie de Hervétis sur la chimie et Nicolas Curti. Hervétis, le créateur de la gastronomie moléculaire avec Nicolas Curti, le directeur de l'International Center for Molecular Gastronomy AgroParisTech INRA, et il évoque tout de suite la chimie et Nicolas Curti sur RVVS. Bonjour Florent, avec Hervétis. Bonjour. Quand et comment est venu chez vous l'attrait pour la chimie et la physique? Mon père m'avait offert pour Noël, donc à l'âge de 6 ans, une boîte de petits chimistes. Et dedans, il y avait une expérience qui était absolument fascinante, que je continue à considérer comme absolument fascinante, qui est la chose suivante. On prenait des coquilles d'œufs. Donc dans la boîte, il y avait un petit réchaud à alcool, et puis il y avait un petit creuset en terre réfractaire. Donc on broyait la coquille d'œuf, on écrasait la coquille d'œuf, on la mettait dans ce machin, on chauffait. Alors, on ne sait pas, mais un petit réchaud à alcool, ça chauffe beaucoup. Et alors, on calcinait la coquille. La coquille, c'est du carbonate de calcium, la coquille d'œuf, majoritairement. Donc on le calcinait, c'est-à-dire que la coquille se blanchissait un peu, mais pas beaucoup, et puis on avait une espèce elle gardait sa forme, mais en s'effritant un peu. Alors là, on avait donc fait de la chaux vive, de l'oxyde de calcium. Et puis, à ce moment, on attendait que ça refroidisse, et là, on mettait une goutte d'eau par-dessus, et là, alors que c'était froid, on voyait... Donc, il se passait quelque chose. Alors, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'on avait transformé la chaux vive en chaux éteinte, c'est-à-dire l'oxyde de calcium en hydroxyde de calcium. Bon. Une fois qu'on avait fait ça, on prenait la poudre qu'on avait obtenue et on la mettait dans un filtre à café, un petit filtre, voilà. Et on mettait de l'eau et on récupérait un verre d'eau claire. Bon.
Et avec une paille, on soufflait, et à ce moment-là, ça se troublait. On attendait, le trouble, c'est-à-dire les particules blanches, sédimentaient, et on récupérait le carbonate. C'est-à-dire qu'on avait fait le cycle complet de transformation de la matière. Et je me vois encore le faire, parce que c'était tellement extraordinaire. D'abord, il se passait des choses. Quand même, souffler, même la dernière étape, simplement souffler dans un verre d'eau claire et voir que ça devient trouble, moi, je trouve ça mérite qu'on s'y intéresse. Et c'était le début. Alors après, j'ai distillé des violettes pour la fête des mères. Bon. Mais le moment, c'était vraiment un moment-là. Je trouve que tous les enfants devraient avoir cette expérience très petit, parce que c'est pas, je pense pas que ça soit moi seulement. Je pense que enfin, ça a été notamment l'idée de ce qu'on a appelé les ateliers expérimentaux du goût, c'est-à-dire dans les écoles primaires de commencer à faire de la chimie. On ne parle pas forcément de molécules, on ne fait pas d'équations, on a juste le premier abord à la science, c'est-à-dire la transformation, un phénomène, on regarde un phénomène, on dit tiens, c'est bizarre quand même. Et à ce moment-là, peut-être que pour certains, c'est lancé et qu'ils iront dans cette direction-là. Tous les 2 ans, il y a les International Workshops on Molecular and Physical Gastronomy. Pouvez-vous nous parler de Nicolas Curti, avec qui vous avez travaillé? Ah oui, alors Nicolas Curti est un monsieur qui était né en 1908, donc il est mort en 98, à l'âge de 90 ans. Moi, je l'ai rencontré en 86. Alors, 1986, il avait donc 78 ans. Donc, il était beaucoup plus vieux. Il avait 50 ans de plus que moi, hein. Mais le jour où je lui ai parlé au téléphone, on est devenus amis. C'est-à-dire qu'il était à Oxford, moi j'étais à Paris. On m'a donné son téléphone, je l'ai appelé, je ne le connaissais pas. Il faisait la même chose que moi, mais à Oxford, moi à Paris. Et on s'est parlé dans la minute. Il m'a dit, je viens à Paris la semaine prochaine te voir. Et il est venu la semaine prochaine me voir. Et on a été manger une poule au vin jaune et au mori rue Racine. Et on s'est aimé immédiatement parce qu'on faisait la même chose. Pas exactement, lui il était plus physicien, moi plus chimiste, mais on avait le même terrain de jeu et on s'amusait ensemble. Et c'était merveilleux. Nicolas était un bonhomme très intelligent, plein de gentillesse. Il avait sa place au soleil. C'était un grand physicien. Hein. Il a découvert plein de choses, mais en particulier ce qu'on appelle la désaimantation adiabatique nucléaire, qui est une méthode de refroidissement. Il était recordman du froid à 1 millionième de Kelvin pendant des années. C'était un grand monsieur. Enfin, il était tout petit, hein, mais c'était un juif hongrois émigré en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait participé à l'effort national de guerre contre les nazis. Enfin bref, c'était un bonhomme très intéressant. Et il avait une grande responsabilité politique et morale aussi. Donc on s'entendait parfaitement, c'était merveilleux. Alors un jour on s'est dit, mais il y en a peut-être d'autres comme nous qui seraient intéressés. Donc on s'est dit, on va créer des colloques internationaux, enfin des workshops, parce qu'on voulait en même temps que ça soit plus pratique. Et puis on a invité des gens, et en 92, c'est eu le premier. Je me souviens, le poster d'annonce, Carlo Rubbia, qui est prix Nobel de physique, l'avait mis derrière son bureau au CERN. Pierre-Gilles Degène, prix Nobel, est venu. Jean-Marie Laine, prix Nobel, est venu. Et c'était un moment merveilleux, parce qu'on était avec des copains, on s'intéressait, on faisait de la science jour et nuit. Et on a continué, et je continue à le faire. Nicolas est décédé. J'étais très triste pendant longtemps, parce que c'était mon ami, quoi. Et le pire, c'est le pire, enfin, je sais pas si c'est le pire, mais enfin, il y avait quelque chose de terrible. Il y a un jour, j'ai voulu vérifier que les règles féminines ne font pas tourner les mayonnaises. Bon, alors, il était dit dans le temps, quand une femme a ses règles, la mayonnaise tourne. Bon. Donc, c'est évidemment pas vrai. Donc, j'ai voulu faire l'expérience on peut toujours dire c'est pas vrai, mais tant qu'on n'a pas fait l'expérience, on n'a pas de... Comme c'est une règle générale, j'ai dit, il suffit d'un contre-exemple, dont je vais faire une expérience, et puis ça sera réfuté. Donc j'ai trouvé une femme qui a accepté de montrer qu'elle avait ses règles. Vous vous rendez compte, pour une expérience comme ça, c'était pas facile. Elle a fait la mayonnaise n'a pas tourné, donc j'ai réfuté ça. Bon. Et j'ai appelé Nicolas. En gros, on s'appelait 2 fois par jour. C'est-à-dire, je faisais une manip à Paris, une expérience à Paris, je lui téléphonais en disant, Nicolas, voilà le résultat. Et puis il la refaisait à Oxford, et on confrontait. Hein. Donc on a fait ça pendant des années. Et alors je lui dis, Nicolas, tiens, j'ai réfuté l'histoire des règles de la mayonnaise. Et puis il me dit, mais pourquoi tu as fait ça? C'est pas très utile.
Bon, il était plus âgé que moi, je le respectais quand même pour ses cheveux blancs, donc je laisse passer les mains. Mais j'ai jamais compris pourquoi il n'avait pas accepté cette idée-là. Je sais pas. Je pense que c'était très important de faire cette expérience. Bon, pas plus, elle est faite, ça va. Mais il n'a jamais accepté cette expérience et je ne sais pas pourquoi. Et il est mort et j'aurai jamais la réponse. Alors, vous pourriez me dire, ouais, ben c'est merveilleux, vous avez une question sans réponse. Et c'est vrai, j'ai une question sans réponse. Mais il était tellement intelligent que j'ai perdu cette intelligence qui m'entourait. Vous voyez, on a quand même besoin de gens merveilleux. Vous voyez, par exemple, hier soir, j'ai fini mon article sur les stratégies scientifiques, le premier jet. Je l'ai envoyé à Jean-Marie Laine. Jean-Marie Laine est mon ami. Il est en Afrique du Sud en ce moment pour une tournée de conférences. Je lui ai dit, Jean-Marie, tiens, voilà. Alors, j'ai cité Jean-Marie Laine dans mon article. C'est un prétexte. Je lui ai dit, tiens, tu m'as donné 2-3 idées. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que j'ai bien rendu à César ce qui appartient à César? Alors, Jean-Marie m'a répondu pendant la nuit. Donc, j'ai un email de Jean-Marie Laine ce matin. César n'est pas possessif. Et alors, il y a un sourire, il est à l'autre bout du monde, mais c'est mon ami, et c'est merveilleux d'avoir des amis comme ça. Et c'est comme Pierre. Pierre, il est à l'autre bout du monde, je sais pas où il est peut-être en Indonésie en ce moment, ou en Corée, je sais pas. Mais j'ai mon ami quelque part, et ça c'est bien, c'est agréable. Et puis c'est quand même des gens qui passent leur vie à réfléchir, à penser, à produire de la connaissance, de la beauté, de l'art, de l'intelligence. Quel bonheur, hein, quel bonheur. RVVS, dans l'Ouest parisien, vous écoutez RVVS. Et voilà, on continue cette émission avec Hervétis, autour de la cuisine, des relations humaines, du savoir et naturellement de la chimie. Mais avant, une pause musicale avec Benjamin Zander, qui donne aussi des conférences dans le domaine de la créativité et du leadership. Benjamin Zander, il fut l'élève de Benjamin Britten et il est aujourd'hui chef d'orchestre du Symphonique de Boston. Et on va écouter une de ses masterclass autour d'une programmation autour de Mozart. Le concerto numéro 4. Et vous allez écouter les conseils également de Benjamin Zander pour ce côté du leadership, reprendre confiance en soi, puis améliorer cette production.
Greta, Greta, you are one of the most cheerful people I know. And he begins with the trumpet. Can you just do that? Do the trumpet at the beginning, just to learn. And if you miss, how fascinating. Here comes the trumpet. Then he goes to... La cuisine, l'entretien avec Hervé Tis. RVVS 96.2. Trouver le côté positif et trouver des solutions au lieu de développer les peurs. Ça aide la gastronomie moléculaire pour cela? La cuisine note à note, est-ce que c'est pas non, mais attendez, là, vous avez prononcé deux mots qui n'ont rien à voir. Voilà. Il y a gastronomie moléculaire d'un côté et il y a cuisine note à note de l'autre. Alors, gastronomie, le mot est terrible parce que nous croyons assez généralement que la gastronomie, c'est la cuisine pour riches, ou la haute cuisine, ce qui n'est pas du tout vrai. Le mot gastronomie a été introduit en 1825 par il a été introduit en 1801 par Joseph Berchoux, qui était un poète, mais en fait, le mot, il a été popularisé et défini en 1825 par Brillat-Savarin, qui était un juriste. Bon. Donc il ne faut pas s'étonner qu'un juriste définisse des mots, parce que c'est leur question. Bon. Et la gastronomie, c'est la connaissance raisonnée de ce qui se rapporte à l'être humain qui se nourrit. Donc en fait, il n'y a pas de restaurant gastronomique, ça n'existe pas. Il y a des restaurants de haute cuisine, il y a des restaurants de luxe, il y a des restaurants de tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de restaurant gastronomique. Alors, en revanche, si vous êtes historien, par exemple, et vous vous intéressez à l'histoire de la mayonnaise, vous faites de la gastronomie. Si vous êtes géographe et que vous vous intéressez à la répartition du cassoulet autour de Toulouse, vous êtes gastronome, vous faites de la gastronomie géographique. Donc, la gastronomie moléculaire, c'est l'étude de la physico-chimie de la cuisine, pour dire simplement. Donc, ça n'a rien à voir avec la cuisine. Nous, ici, dans mon labo, il n'y a pas de casserole, on ne cuisine pas, on fait rien du tout de tout ça, on fait des équations et de l'analyse et de la chimie, et on ne fait pas du tout de cuisine. Donc la gastronomie moléculaire n'a rien à voir avec la cuisine. Et à la limite, quand je dis la gastronomie moléculaire part de phénomènes de cuisine. Et prenez un exemple, vous avez un steak qui brunit. Hein. S'il brunit, c'est un phénomène. Donc la science doit étudier les phénomènes. Mais en vrai, je m'en fiche que le steak brunisse en cuisine. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des protéines qui vont brunir. Pourquoi est-ce que des protéines brunissent? Je ne le sais toujours pas. Et donc, ça pourrait être n'importe quelle protéine, même des protéines poison. Peu importe que ça soit la cuisine, la gastronomie moléculaire veut faire des découvertes, mais elle se fonde sur des phénomènes de cuisine qui sont le prétexte à découvrir des choses nouvelles. Parce que personne n'a regardé la cuisine, donc si on regarde la cuisine, on peut faire des découvertes que les autres n'ont pas faites. Voilà la gastronomie moléculaire. Alors maintenant, vous avez parlé de cuisine note à note. Alors là, c'est de la cuisine, parce que vous n'oubliez pas que j'essaye d'utiliser les mots pour ce qu'ils veulent dire. Pour moi, un tournevis, c'est un tournevis, c'est pas un marteau. Hein. Et pour moi, un potage, c'est pas une soupe. Et pour moi, une rémoulade, c'est pas une mayonnaise. Et pour moi, un fumet, c'est pas une essence, etc., etc. Ce dont je fais des blogs, hein, pour expliquer en quoi c'est différent. Bon. Et donc la cuisine, note à note, donc c'est de la cuisine. Donc la cuisine, c'est une activité de production d'aliments. Bon. Alors maintenant, on peut produire des aliments à partir de viande, de poisson, de fruits et de légumes, mais on peut les produire aussi à partir d'eau, de cellulose, de glucose, d'acide aminé, de chlorophylle, voilà. Et ça, cette cuisine-là, qui est une cuisine de synthèse, comme la musique de synthèse, c'est ça la cuisine note à note. Et ça, on ne le fait pas ici.
ici, on ne fera pas de cuisine note à note. En revanche, je milite beaucoup dans le monde entier pour qu'on se préoccupe de l'alimentation du monde en 2050, parce qu'il y aura 10 milliards d'êtres humains sur la Terre. Moi, je serai mort, mais il faudra arriver à nourrir mes enfants et mes petits-enfants, et il faudra trouver un moyen. Je pense que la cuisine note à note est le moyen. Il n'y a pas beaucoup d'autres propositions actuellement. Et donc, il est important d'aller... Je crois que ça fait partie de mon travail de citoyen, d'aller expliquer gentiment, en souriant, regardez, tiens, on peut faire des choses qui sont bonnes, des choses qui sont nutritives, des choses qui sont pas dangereuses, des choses qui enrichissent les agriculteurs, des choses qui changent la façon dont nous nous comportons vis-à-vis de l'aliment et qui est complètement incohérente, pour arriver à faire mieux, pas moins bien. Ça me paraît vraiment important. Comment le nom cuisine note à note est né? Comment a-t-il été pensé? Alors il a été pensé parce que, vous savez, dans le temps, bon, en même temps que j'introduisais la gastronomie moléculaire, j'ai introduit la cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire, c'était une cuisine avec de nouveaux ustensiles. Bon. Et le monde a beaucoup confondu les deux, gastronomie moléculaire et cuisine moléculaire. Bon. Alors, initialement, le nom cuisine moléculaire n'existait pas. J'avais juste dit, tiens, il faudrait des ustensiles nouveaux pour faire la cuisine. Et quand Ferran Adria, Aston Blumenthal et d'autres grands chefs ont commencé à faire cette cuisine moderne, ils ont dit, je fais de la gastronomie moléculaire. Et je leur disais, non, tu ne fais pas de gastronomie moléculaire, puisque la gastronomie moléculaire, c'est dans un laboratoire. Toi, tu n'as pas un laboratoire, tu as une cuisine. Et en 1999, il y avait France 2, je crois, on était dans une école de cuisine avec Aston Blumenthal, donc ce chef anglais extraordinairement célèbre. Et Aston Blumenthal dit à la caméra, je fais de la gastronomie moléculaire. Alors je dis, non, tu fais pas de gastronomie moléculaire. Et tout d'un coup, l'inspiration me vient, je dis, tu fais de la cuisine moléculaire. Et c'était une vraie erreur, parce qu'il n'y avait pas de molécules dans l'affaire. C'était de la cuisine avec des ustensiles nouveaux. Bon, bref. Donc la cuisine moléculaire est aujourd'hui partout, parce qu'on vend des siphons chez Lidl, tout le monde a des fours basse température, donc ça c'est partout. Donc ça a très bien marché, ça marche très bien, au point qu'on n'en parle plus, c'est commun. Mais, donc, pour la cuisine note à note, qui est complètement autre chose, et qui devrait, elle, s'appeler cuisine moléculaire, peu importe, cette cuisine note à note, donc une cuisine de synthèse, je voulais pas mettre le mot cuisine de synthèse, et je voulais pas mettre un mot scientifique, parce que la cuisine, c'est pas de la science, la cuisine, c'est de la cuisine. Et j'ai fait un livre qui s'intitule « La cuisine, c'est 1, de l'amour, 2, de l'art, 3, de la technique ». Donc il fallait, puisque c'est de l'art, il fallait quelque chose de charmant. Or, le parallèle entre la cuisine note à note et la musique de synthèse, il est très clair. Et vous voyez qu'il y a cuisine-musique. Dans les deux cas, c'est de l'art. Alors je me suis dit, mais dans le fond, au lieu de mettre toutes les notes ensemble comme dans un accord, dans la cuisine note à note, on met les composés les uns à la suite des autres. Donc c'est comme un arpège. Donc on fait note à note. Et ça tombait bien parce que c'était une dénomination qui faisait penser à de l'art, ce que c'est, qui donnait l'idée. On devrait l'appeler onde à onde, stricto sensu. Mais note à note, ça allait très bien. Bon. Et puis c'est trop tard, et puis je suis pas très responsable. Il me fallait un nom, j'ai donné un nom après. Mais en vrai, c'est de la cuisine de synthèse. Alors, mais vous voyez comme la musique de synthèse, vous pouvez appeler ça de la musique électroacoustique ou musique de synthèse. C'est pas très important. Ce qui compte surtout, c'est que aujourd'hui, dans toutes les radios du monde, on n'entend que ça. Hein. Donc le reste a vécu. On peut aller écouter du Mozart ou du Bach de temps en temps, mais en vrai, le monde, enfin, ouvrez vos postes de radio dans votre voiture, vous entendrez que de la musique de synthèse. Et même les chanteurs, ils ont une boîte à musique. Enfin, donc il y a ça tout le temps. Alors après, quelle dose on va faire? Est-ce qu'on va garder des carottes? Est-ce qu'on va pas garder des carottes? J'en sais rien. Ce que je dis, c'est que souvent en art, il n'y a pas d'éviction. Vous voyez, quand Mozart est apparu, ça n'a pas empêché d'écouter Bach. Quand Debussy est apparu, on a quand même écouté Mozart. Quand les Rolling Stones sont apparus, on a le droit d'écouter Debussy. Et ce qui est bien, justement, c'est qu'en art, on a tout, et on a toutes les époques en même temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est que si je veux écouter du Bach, j'écoute du Bach. Si je veux écouter du Mozart, j'écoute du Mozart. Si je veux écouter Lady Gaga, j'ai jamais entendu Lady Gaga, mais je peux écouter Lady Gaga. On a le choix. Ce qui serait le pire, c'est de ne pas avoir le choix. Et en matière alimentaire,
il y a des menaces sur avoir le choix ou pas. Parce que on est aujourd'hui 7 milliards, il y a 1 milliard qui meurt de faim. Si on est 10 milliards, ça fait beaucoup qui meurent de faim. Hein. Et on ne sait pas produire plus qu'on produit aujourd'hui. Donc il y aura un problème, il y aura un vrai problème. Donc la solution, elle a été identifiée par l'ensemble des académies du monde, c'est lutter contre le gaspillage. Et le gaspillage, si on lutte contre le gaspillage, on arrive presque obligatoirement à la cuire note à note. Donc vous voyez, là je souris moins, parce qu'il y a un vrai enjeu international, social, politique qui est terrible. Mais il faut ayant posé les questions, après, on peut retrouver son optimisme de dire, tiens, on va pas faire moins bien, moins bon avec la cuisine autonome, on va faire meilleur. Hein. RVVS, dans la vallée de la Seine. Vous écoutez RVVS. Vous écoutez RVVS et tout de suite, c'est Omar Orchid, Aya Zaman, le titre. Omar Orchid, ce guitariste égyptien né au Caire en 1945, décédé en 81 à la suite d'un accident de voiture en Égypte. Il a commencé sa carrière au Caire, il a joué notamment avec Kalthoum et Abdel Halim Hafez. Il illustre parfaitement cette musique de synthèse avec ce titre Aya Zaman. Vous écoutez bien RVVS, vous écoutez bien Reportage VIP. Aujourd'hui, émission thématique avec Hervé Tisse, créateur de la cuisine moléculière, avec Nicolas Curti, créateur de la cuisine note à note, la cuisine de synthèse. Et tout de suite, vous allez l'entendre, Hervé Tisse parler de ses inventions avec Pierre Gagnère, plus qu'est-ce que la recherche fondamentale.
RVVS. Il y a des recettes, une centaine d'inventions partagées sur le site de Pierre Gagnère, où sinon on peut même manger de la cuisine notanote Ah oui, dans oui. des restaurants. D'abord, on peut se la faire soi-même, parce que les recettes... vous savez, il y a les élèves en classe de première, ils ont ce qu'on appelle les TPE. Et la TPE, Oui. ça veut dire travail personnel encadré. Bon. Je reçois 30 demandes de TPE par jour, et à chaque fois, c'est des jeunes des élèves de première qui se lancent sur qu'est-ce que c'est que la cuisine notanote, et ils font une manip, et c'est pas difficile. Donc, on peut le faire à la maison. Apparaissent des coffrets pour Noël. Il va y avoir des coffrets de cuisine notanote, mais il y a surtout, il y a deux scoops en quelque sorte. Enfin, il y a deux moments très importants qui viennent de se produire. Ça faisait des années que je voulais un restaurant entièrement notanote. Il vient de se créer, il est à Varsovie. Le monde entier va y aller. Ça va être un restaurant de haute cuisine, très cher, et tant mieux, parce que vous et moi, on n'aura pas les moyens d'y aller, hein, tellement ça sera cher. Mais ça veut dire que c'est le roi qui va manger. Et si le roi va manger, le peuple en veut. Donc ça, je reproduis la stratégie de Parmentier. Cette cuisine notanote, le peuple n'en veut pas. Moi non plus, hein, on n'en veut pas. On veut nos carottes, nos navets, notre coq au vin, notre pot au feu. Le peuple n'en veut pas. Donc c'est pas la peine de lui imposer. On dit non, 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 vous ne l'aurez pas. C'est simplement pour le roi. Et le roi mange de la pomme de terre, le peuple mange de la pomme de terre. Donc j'ai déjà fait cette stratégie une fois avec la cuisine moléculaire. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que ça a marché. Hein. Bon, et j'ai pas touché un centime sur cette affaire. Donc, et la cuisine notanote, je toucherai pas un centime non plus, mais je le donne au roi. Et là, par exemple, ce chef à Varsovie vient d'avoir 18,5 au Goemio. Il est le premier chef polonais, c'est le chef de l'année. Et en moins de 2 mois, sa clientèle qui était polonaise est devenue internationale. Les journalistes commencent à y aller les uns à la suite des autres. Donc c'est gagné. Bon, ça, c'était le premier point. Donc là, dans son restaurant, il n'y a plus de viande, plus de légumes, plus de fruits, plus de poissons. Hein. Il n'y a que des composés, et avec ça, il fait la cuisine. Donc c'est vraiment un art nouveau qui naît. Et puis le deuxième événement qui est important, c'est je voulais qu'on trouve facilement les composés pour la cuisine notanote. Dans le temps, pour la cuisine moléculaire, par exemple, vous voyez là derrière vous, il y a un thermocirculateur. C'est un truc de laboratoire qui chauffe à une température contrôlée. Bon, c'est ce qui a permis de faire la cuisson basse température. Mais les chefs, ils avaient beaucoup de mal à trouver les thermocirculateurs. Alors, je leur donnais des adresses, et ils s'échangeaient des adresses. Il a fallu des gens qui en vendent aux cuisiniers. Ben, aujourd'hui, pour la cuisine notanote, j'ai réussi à faire qu'un étudiant de l'école de chimie de Paris, enfin un étudiant, il vient d'être diplômé, a créé une société, et maintenant, il vend des produits pour la cuisine notanote. Donc c'est gagné, maintenant je peux mourir, le travail est fait. Hein. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, il faut encore le promouvoir pas mal, mais ça vient de mieux en mieux, et ça, il y a eu... C'est 15 ans de boulot hein, pour y arriver, hein. J'ai pas fini. Hein. Donc ça a été 15 ans de boulot pour la cuisine moléculaire, c'est 15 ans de boulot pour la cuisine notanote. Il faut être à la forge avec le soufflet, et souffler, vraiment inlassablement. Et le partage, les échanges avec Pierre Gagnère sur son site? Pierre, c'est mon ami. Mon ami, c'est un ami. Vous savez, c'est l'histoire de Montaigne et de la Boétie. C'est parce que c'était lui, c'est parce que c'était moi. Bon, il y a une question d'amour, quoi, ou disons d'amitié. Enfin, bon, c'est mon ami. Alors, donc, d'abord, donc il n'y a pas une collaboration. Ça se fait naturellement. En fait. Oui, non, mais l'idée, c'est, on a fait un truc ensemble un jour en 99. On a fait un repas avec mes inventions qu'il avait transformées en cuisine. Et puis quand on a fini, on s'est dit, ah, c'est dommage, on s'amuse bien tous les deux. Donc, et comment on pourrait faire? Alors là, on s'est dit, ben voilà, on va faire un site. Et puis je vais te trouver une invention tous les mois. Et puis toi, tu la feras. Et puis c'est comme ça. Et ça fait donc 17 ans que je lui donne une invention par mois. Alors, c'est anodin, enfin non, c'est très important pour vivre. On a besoin d'amitié pour vivre. Donc, et puis Pierre, c'est une belle personne. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, je le connais par cœur, Pierre. Hein. Sauf que chaque discussion, il m'apprend, je découvre quelque chose de nouveau. C'est merveilleux. J'appelle ça les belles personnes. Hein. Bon, et donc, à moi d'être pareil pour lui. Qui est quand même difficile, il faut bosser pour un copain. Donc on n'est pas simplement à se retrouver autour d'une table, boire une bière. D'ailleurs, on n'a jamais bu de bière ensemble, je crois. On est là pour essayer de faire naître ensemble quelque chose. Alors ça a des tas de
conséquences. La première, c'est que Pierre a des plats nouveaux dans ses restaurants du monde tout le temps, et il est en avance sur tous les autres. Mais il n'y a que lui qui est capable de faire ça aussi, hein, il faut bien le savoir. Mais une deuxième conséquence, c'est que on montre ainsi au monde que c'est en France que se fait la cuisine, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit au monde où il y a une invention qui est mise en cuisine tous les mois depuis 17 ans. Il n'y a pas d'endroit, c'est pas vrai, c'est pas en Espagne, c'est pas en Pologne, c'est pas en Italie, c'est ici. Bon. Et alors, une autre conséquence, c'est que comment est-ce que c'est possible de faire une invention par mois? Alors la réponse, c'est que c'est très facile à condition d'avoir des bases scientifiques. Et la science a des applications. Et ce que je veux montrer aussi, et ça c'est une idée très très politique, c'est que la science est si puissante en termes de possibilités technologiques que regardez le monde, il y a une invention tous les mois depuis 17 ans, parce qu'il y a de la science qui permet ça. Et ça c'est très important de faire comprendre aux contribuables. Aux contribuables, c'est-à-dire vous et moi qui payons nos impôts. Hein. On paye nos impôts et puis on se dit, ah ouais, mais enfin, est-ce que le CNRS c'est si important que ça? Est-ce que l'INRA, est-ce qu'il faut donner des sous à tous ces gens-là? Parce que c'est des impôts. Hein. Et bien moi je réponds, oui, regardez, c'est comme ça qu'on fait grandir la cuisine, c'est comme ça qu'on irrigue l'industrie et l'artisanat. Et donc c'est très important. Et moi, ça me prend du temps, cette affaire, hein, mais je le fais parce que je veux montrer qu'il faut qu'on donne la possibilité aux scientifiques d'être des espèces de doux rêveurs, mais pas des rêveurs paresseux, des rêveurs très actifs. Moi, j'étais ici au labo à 7h moins le quart, hein, et je serai ce soir, et puis je vais continuer. Donc, au tarif horaire, je suis payé largement moins que le SMIC. Hein. Donc, le contribuable, il en a pour son argent. Et là, je veux montrer que, regardez, votre argent, il est bien dépensé. Hein. Alors, il y a des dysfonctionnements dans tous les systèmes, en sciences comme le reste, mais en vrai, non, parce que combien ça vaut, ces inventions? Et elles sont données au public. Hein. Donc ça, c'est très important. Cette collaboration avec Pierre, elle est très importante pour plein de raisons. Et j'en ai oublié d'autres. Mais Et en plus, on propose des solutions pour savoir comment on pourra manger demain. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est toujours ça le fil conducteur, oui, en parce restant que positif, parce que sinon on peut voir le côté alarmiste en disant il y a non, du faut gaspillage pas, alimentaire, il y a non. de plus en plus de personnes sur Terre, mais là on propose des solutions avec Oui, alors, vous voyez, la question, un truc amusant en science, je crois que la science est là pour poser des questions, parce qu'une question, c'est la promesse d'une réponse. Moi, j'ai des collègues, quelques-uns, pas beaucoup heureusement, qui sont malheureux, enfin qui disent notre métier est difficile parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, puisque sinon on veut faire des découvertes, mais les découvertes on ne les connaît pas. Donc en vrai, on ne sait pas ce qu'on cherche. C'est très difficile, effectivement. Alors, il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils disent moi je ne sais pas ce que je cherche, moi je ne sais pas ce que je cherche. Et puis moi je dis mais quel bonheur! C'est-à-dire que je vais être actif. Et avec ça, je vais faire des découvertes en étant actif. Après, on peut être actif plus ou moins intelligemment. Donc à nous d'avoir une stratégie, c'est-à-dire une méthode. Et l'article que je suis en train de finir pour une revue scientifique des chimistes irlandais, c'est précisément un article sur les stratégies scientifiques. Je pense que c'est très important. De pas être, on est intelligent, il nous faut une méthode. On sait l'objectif. L'objectif, c'est une découverte. Mais on ne sait pas où elle est, cette découverte. Elle est devant nous, quelque part. Alors, est-ce qu'il faut aller à gauche? Est-ce qu'il faut aller à droite? Est-ce qu'il faut aller au milieu? On n'en sait rien. Donc, il nous faut une stratégie. RVVS 96.2. Tout de suite sur RVVS, vous allez écouter Alt J, House of the Rising Sun. Puis, on reviendra en direct pour les souhaits à Hervétis et qu'est-ce qu'il nous souhaite, qu'est-ce qu'il vous souhaite. Puis peut-être une surprise après les rendez-vous de la semaine.
they call the rising sun, and it's been the ruin of many poor souls. And Lord, my father was one. My mother, she's a tailor. She sews those new jeans. Keep my gambling father drunk deep down in New Orleans. It's a happy, 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 happy fun day. Like a bird flying over a forest fire, my father feels the heat beneath his wings, and in debt he leaves for another town, where he gambles and drunk he still drinks. My mother hides from pleasure and thieves a fire on her knees, lifted in the arms of God, away from the Orleans. Happy, 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 happy fun day. Happy, 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 happy fun day. RVVS, dans l'Ouest parisien, vous écoutez RVVS. Que pouvons-nous vous souhaiter pour l'avenir, pour 2018 et plus? Ben, Que la cuisine notanote se développe. non, elle va se développer, donc ça, c'est pas la peine de le souhaiter, puisque c'est gagné. Ben, je sais pas, sur les murs de mon bureau, il y a marqué nous sommes ce que nous faisons. C'est marqué en alsacien. Bon. Alors, quand les gens font des souhaits, je leur réponds oui, mais c'est à moi de les exaucer en quelque sorte. Donc vous pouvez me souhaiter tout ce que vous voulez, mais je vais le produire. C'est-à-dire, il y a eu un grand débat un jour au Liban avec le général des Maronites qui parlait de fierté. Je me disais, mais vous savez, moi je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Parce que les découvertes que j'ai faites, c'est du passé, quoi, c'est pas très intéressant. Donc ce qui est intéressant, ce sont celles qui vont venir. Puis celles qui vont venir, elles vont venir puisque je suis actif. Donc
Et je peux pas souhaiter plus grand bonheur que de faire les découvertes qui vont venir. Oh, je vais les avoir, donc on peut pas me souhaiter grand chose. Je suis confus. Et ça embête tout mon entourage, parce que voilà, Noël approche. Qu'est-ce qu'ils vont me faire comme cadeau? J'ai besoin de rien. J'ai besoin de mettre en action les ressources de ma pensée pour arriver à avoir ces moments. Parce que quand même, le moment d'une découverte, c'est un immense bonheur. C'est moi qui vais le souhaiter aux autres. Ça. Je me souviens par exemple le jour où j'ai décuit un œuf. Vous voyez, on cuit un œuf, et puis je me demandais pourquoi ça cuit. Pourquoi est-ce qu'un liquide, qui est le blanc d'œuf, par exemple, qui est blanc et un peu jaune, vous le chauffez, ça devient blanc et opaque. C'est quand même miraculeux. Enfin, c'est aussi fort que transformer l'eau en vin. Et je ne suis pas en train de blasphémer, hein, je suis conscient de ce que je dis. Je ne me prends pas pour Jésus, mais tous à la maison, vous transformez, vous cuisez un blanc d'œuf, ça devient un solide alors que c'était un liquide. C'est quand même extraordinaire. Mais même, il y a des phénomènes plus simples. Vous avez un glaçon, vous le laissez dehors, ils font. Pourquoi ils font? Ça mérite d'ouvrir nos yeux d'enfant. Alors, ce jour-là, je voulais savoir pourquoi ça cuisait. Donc, j'avais une hypothèse qui était que, en gros, les protéines vont s'attacher par des forces de liaison particulières qu'on appelle les ponts disulfures. Donc, je m'étais dit, si c'est vrai, je vais mettre un composé sur le blanc d'œuf qui coupe les ponts disulfures et ça devrait décuire. Et j'ai fait ça un matin, donc mon épouse se souvient encore, et j'ai fait ça un matin très tôt, parce que je me lève très tôt, et ça s'est décuit, et je suis allé la réveiller dans le lit en disant « ça a marché !» Et quel bonheur! Et chaque fois qu'il y a eu comme ça, par exemple, un jour, lors d'un séminaire de Jean-Marie Laine, il y avait ce mot robustesse d'un procédé, et j'ai réussi à le quantifier. Pendant le séminaire, c'était tellement extraordinaire. Vous savez, on est inondé intérieurement d'une espèce de grande lumière, lumière d'une grande chaleur. Hein, c'est vraiment un moment merveilleux. Et ça, je le souhaite à tout le monde, parce que c'est ce moment où on arrive à faire... Mais c'est comme... vous voyez, on peut faire de façon plus modeste. Vous êtes en cuisine. Imaginez que dans votre famille, on n'ait jamais fait, par exemple, une crème chantilly. Il y a beaucoup de gens. Et un jour, vous y arrivez, ça se fait. On a l'impression d'avoir découvert l'Amérique. On a gagné quelque chose, on a acquis une compétence. Et ça, je trouve que reconnaître, apprendre, c'est bien. Avoir une compétence supplémentaire, je trouve que c'est encore mieux, quoi. Et c'est ça, par exemple, ici au laboratoire, on a des stagiaires. Les stages, pour les universités, les écoles, etc., ça veut dire transformer des connaissances en compétences. C'est très important d'avoir des compétences, être capable de reconnaître des compétences. Et le jour où on cherche du travail, on dit, ben voilà, moi, on dit à la personne qui vous reçoit une embauche, ben voilà, moi j'ai telle compétence, je sais le faire. Hein. Et donc c'est plutôt moi qui souhaite à tous d'avoir ces bonheurs inouïs qu'on a comme ça. Et quel que soit le chant, quand Pierre Gagnère fait un plat nouveau, il a ses mêmes bonheurs. Quand un musicien fait 3 notes qui s'enchaînent bien, il a un bonheur. Dans tous les métiers, je crois, un cordonnier qui taille bien une pièce, il y a cette question du soin. Vous voyez, ici, on est dans un laboratoire de sciences, mais on le fait comme une petite échoppe d'artisans, quoi. On est des artisans, des orfèvres, on est en train de ciseler notre machin pour le faire bien. Et faire bien, c'est un bonheur inouï. Donc voilà ce que je souhaite à tous mes amis. Merci beaucoup pour cette interview, Hervétis. Ah oui. Vive la connaissance, vive la chimie, vive le bonheur, vive la joie de vivre. Vous êtes bien sûr RVVS 96.fm, www.rvvs.fr, www.vipradioonline.fr pour la web radio de reportage VIP. Nous remercions Hervétis. Ce n'est pas fini, hein, puisqu'on vous réserve une surprise et on écoutera Hervétis autour de l'Alsace, parce qu'il est originaire d'Alsace et quand on parle de son lieu d'origine, on a toujours un point d'ancrage c'est comme tout le monde. L'origine d'une personne fait ce qu'elle fait qu'elle est contente d'en parler. Et chacun est content de retrouver un lieu où il se sent bien, donc il va nous en parler également. On va faire une petite prolongation de l'émission, on se l'autorise parce que c'est rempli de bonheur, un peu comme ce livre, son dernier livre, Le terroir à toutes les sauces, qui a traité de la joie de vivre,
agrémenté de recettes de cuisine naturellement, et de réflexions sur le bonheur, le terroir à toutes les sauces, que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies, en point de vente ou sur internet également. Le terroir à toutes les sauces, écrit par Hervé Tis. C'est également un sujet dont on a évoqué cela sur l'interview qui est intégralement en ligne sur le www.vipradioonline.fr, puisque là, dans cette émission, on vous a gardé uniquement des extraits de cette interview qui dure 1 heure, et vous avez en quelque sorte les meilleurs moments. Les sorties, on va continuer donc le livre de Hervé Tis, le livre qui s'appelle Le terroir à toutes les sauces. Puis à noter que à partir du 15 mars 2018, l'Écotrail de Paris ouvre un week-end sport nature à Paris avec des trails, de la rando, des marches nordiques et la verticale de la Tour Eiffel, cette fameuse montée, cette fameuse course ascensionnelle qui permet de gravir la Tour Eiffel, qui ouvrira ce grand week-end sportif en parallèle avec, enfin même en lien avec le salon de la nature et du tourisme durable. Le 17 mars à Oinville-sur-Montsion, là nous sommes plus proches de la localité des Mureaux, où est localisé RVVS. Et à Oinville-sur-Montsion, il y a le Trail de la Montsion organisé par Melan, Vexin, Seine Athlétisme, qui prend place sous différentes formes. Trail de 12, 24 et 35 km. Course pour les jeunes également, pour les petits, avec 1,2 km et 3,1, donc 2 parcours, plus de la marche nordique. On salue nos amis du Melan, Vexin, Seine Athlétisme, puisque on sait toujours qu'ils organisent des courses sympas, conviviales, dynamiques, et on les encourage à se mobiliser et à organiser ce moment festif autour de la Montsion, du trail, du sport et des espaces verts, de la nature, là aussi. On peut également annoncer le Nocti Raid qui est complet, mais toujours des inscriptions possibles sur le Nocti Sprint qui aura lieu le 10 février 2018, donc la semaine prochaine. Vous pouvez découvrir la vallée de Chevreuse à travers un raid multisport, avec notamment une partie biathlon qui peut être très sympa à découvrir. Et c'est en pleine nuit en plus, donc et vous passerez par Gif-sur-Yvette, Bure-sur-Yvette, Orsay et le Nocti Raid. Toutes les informations sont sur noctiraid.fr. Et RVVS est partenaire de l'événement. Puis, pour rester sur l'agriculture, les séances de l'Académie de l'Agriculture au 18 rue Bellechasse à Paris 7e. Prochaine séance mercredi 7 février à partir de 14h30. Le thème, l'apport des observations spatiales sur l'agriculture. Présenter les avancées techniques tout en démontrant des applications dans le domaine agricole et ciblant 3 types de publics, les chercheurs, les agriculteurs et les planificateurs. Toutes les informations sont sur le www.académie-agriculture.fr. Et là aussi, étant donné que RVVS est localisé aux Mureaux et qu'aux Mureaux, on a également cette grande implantation historique avec Airbus Espace, avec anciennement EADS, anciennement l'aérospatiale. Comment est que les Mureaux a actuellement la présidence des villes d'Ariane, il était également en lien de pouvoir annoncer cette sortie sur l'agriculture, parce que derrière l'agriculture, c'est la cuisine note à note, pour l'avenir, quand on pense à ce qu'on mangera demain, et comment réduire, comment nourrir la planète demain, et pourquoi pas en 2050. Et l'agriculture, comment en prendre soin de cette planète, c'est également en utilisant toutes les technologies que l'on a, toutes les technologies de pointe. Et l'agriculture de précision, ça fonctionne également avec
l'espace et donc le fil d'Ariane. Et vous retrouvez toutes ces séances et plein d'informations sur le www.académie-agriculture.fr. Puis, dimanche 25 mars 2018, le Cross AgroParisTech prend place au campus de Thiverval-Grignon dans les Yvelines. 3 parcours, 5, 10 et 1 km. Le 1 km est réservé aux enfants de moins de 13 ans. Premier départ à 9h30, ça sera pour le 5 km. Le deuxième départ pour le 10 km aura lieu à 11h de mémoire. Il est organisé par les élèves de l'école AgroParisTech. Tous les bénéfices sont reversés aux associations humanitaires étudiantes. Et comme le laboratoire de recherche d'Hervétis est localisé à l'école AgroParisTech à Paris, c'était également le lien de montrer le sport et la nature. Une trame qui nous emmène maintenant en Alsace. Hervétis, que l'on remercie, nous parle de l'Alsace et on terminera sur l'Alsace. Et chacun a un bout d'Alsace parce qu'on est tous originaires de quelque part et à travers ses propos, c'est un peu les vôtres qui ressortent. Et pour terminer, est-ce que vous pouvez parler de l'Alsace ? On est parti un peu partout dans le monde, mais on revient toujours aux sources. L'Alsace. Oui, alors, l'Alsace, c'est un fantasme. Bon. Alors, en vrai, je vous raconte l'histoire de l'Alsace en vrai, mais en vrai, il y avait les Alamans, qui étaient en gros des tribus alémaniques, hein, qui étaient en Alsace. Bon, tout allait bien. Bon, Jules César arrive avec les légions romaines. Ils essayent ils conquièrent l'Alsace comme le reste, hein, donc il y met des routes, il y met des tas de choses, mais enfin bon, ça restait quand même très alémanique, les gens parlaient alémanique, hein, pas allemand, hein, alémanique. Bon. Et puis viennent les siècles de la christianisation, mais c'est toujours alémanique. Par exemple, dans mon village en Alsace, à Kensheim, il y a une chapelle Saint-Wolfgang. Wolfgang, c'était un évêque qui était à droite, là, dans l'Est. Bon. Et ça a toujours été alémanique. L'Alsace appartenait au duché de Bade, en quelque sorte, donc à l'Allemagne actuelle, mais pas n'importe quelle Allemagne, le duché de Bade. En vrai, l'Alsace, elle est quand même entre deux frontières naturelles qui sont la Forêt-Noire et les Vosges. Bon, c'est ça l'Alsace. Et des deux côtés du Rhin, hein. Par exemple, quand Erckmann, Chatrian écrivent l'ami Fritz, l'ami Fritz, c'est un personnage qui est sur la rive droite du Rhin, pas sur la rive gauche. Et c'est un Alsacien. Hein. Donc l'Alsacien, c'est cette partie dans le fossé rhénan, donc autour du Rhin, entre les Vosges d'un côté et la Forêt-Noire de l'autre. Bon. La Forêt-Noire est un peu plus escarpée que les Vosges, donc on pourrait penser que l'Alsace penche vers la France, mais ça c'est une interprétation qu'a faite Louis XIV. Et Louis XIV a dit « Oh, quel beau jardin !» Et en fait, il a zigouillé tout le monde et il s'est emparé du pays. Donc l'Alsace n'est pas française en vrai. En vrai. Elle a toujours été, dans l'histoire de mon village, ça a toujours été alémanique. Bon. Alors, depuis Louis XIV, elle est française, elle appartient à la France, mais pas sans difficulté, parce qu'il y a eu quand même 3 guerres mondiales pour l'Alsace. On n'oublie pas ce... Et aujourd'hui, quand on parle alsacien, on ne parle pas français. Et dans mon village, on ne parle pas français, on parle alsacien. Alors, est-ce que l'Alsace est française? Voilà une question compliquée. Peu importe. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une alerte incendie qu'il va falloir descendre. Alors, l'Alsace, oui, alors l'Alsace. Après l'alerte Alors, incendie. l'Alsace, c'est la chose... l'Alsace est une chose très importante parce que ça aide à vivre. Enfin, on est tous de quelque part, on est bien d'accord. Hein. Bon. Mon père est alsacien et du côté de ma mère, ils sont plutôt des Vosges, mais c'est pas loin non plus. Mais l'Alsace, c'est quand même un très très beau pays. Enfin, sur mon fond d'écran, il y a une image de la vue de ma chambre. Et c'est vrai que je suis en exil à Paris. Hein, je suis vraiment en exil. Alors, heureusement, j'ai ce labo. Ce labo est une enclave dans mon exil, mais sinon, je suis en exil. Et alors, c'est pas tellement ça. Je pense qu'on pourrait aimer n'importe quel pays, que les Bretons aiment la Bretagne.
Mais moi, il y a une espèce de fantasme qui est né du fait que, après la guerre, la maison de famille a été endommagée et mes grands-parents ont vendu cette maison dans un village, c'est un petit village fortifié, médiéval, avec des maisons en colombage, vues sur les vignes. Bon. Et alors, ils ont vendu la maison. Et donc, toute ma jeunesse, on allait en Alsace en disant, ah, quel dommage, quel dommage, quel dommage. Alors, à 18 ans, je me suis fait tailler mon costume, j'ai appris l'alsacien, j'allais dans l'orchestre folklorique alsacien à Paris, et puis j'allais mes vacances en Alsace. Quand j'ai rencontré mon épouse, je l'ai emmenée en Alsace, je lui ai fait tailler un costume. Enfin, la chose extraordinaire, mais c'est idiosyncratique, le monde s'en fout, mais moi, ça me porte, ça fait partie de ces aides à vivre. Il y a 5 ans, le petit-fils de l'acheteur de la maison m'a dit, Monsieur Otis, je vous revends la maison. Alors ça n'a pas été facile parce qu'il demandait des sommes faramineuses que j'avais pas. Mais finalement, il me l'a vendue et j'ai réussi à l'acheter. Et j'ai racheté la maison de toute ma famille. C'est-à-dire que c'était plein de générations qui étaient dans cette maison. Et c'est une maison objectivement qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a 30 pièces, il y a un jardin avec un ruisseau pierré où coule l'eau des Vosges, où on met les bouteilles à rafraîchir. Enfin, c'est une maison inouïe. Alors c'est une maison, ces vieilles maisons en bois avec des parquets. Elle est sublime, et dans un village extraordinaire. Mes copains, c'est des vignerons qui font un vin sublime possible, parce qu'il y a un grand cru qui s'appelle le Schlossberg qui est juste à côté. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, un de mes copains, Charles Blanc, qui fait ce vin très bon, ben, il est organiste. Et le soir, à 6h30, on va se retrouver à l'église, on joue flûte et orgue, et on a ces moments, c'est une très belle église, on a ces moments merveilleux. Alors, c'est très laborieux. Moi, je suis là-bas comme je suis ici. Je me lève tôt, je continue à travailler. Mais il y a les cloches de cette... c'est pas la vie parisienne. Moi, je suis pas parisien. J'ai besoin de... Puis il y a cette vue des vignes inouïes. Du côté de Colmar, il fait très beau très souvent. Hein. Et vraiment, Et puis, je suis chez moi. Quoi. Je suis enfin chez moi. Alors, chez moi, ça veut dire que j'ai la possibilité... Vous voyez, il y a une sorte de socle. C'est comme l'enfant... L'enfant qui sait qu'il a ses parents qui le surveillent et qui peut aller explorer le monde librement parce qu'il y a de la sécurité. L'Alsace, c'est une sorte de sécurité, c'est une sorte de socle qui porte et après on peut faire des choses. Et ben, alors, c'est intellectuel, c'est du fantasme, hein, le fantasme. Mais le fantasme nous aide à vivre aussi. Hein, alors je souhaite à chacun d'avoir son Alsace, c'est important. Bon, peut-être pas pour certains, j'en sais rien. C'est pour moi. Mais vous voyez, je suis toujours essayé de pas... Ça a été un livre un jour. Il y avait eu une série d'entretiens avec mon amie Marie-Hélène Monchicourt. Elle disait, on va faire ta biographie comme ça. Je me dis, mais c'est pas très intéressant. Quelle est la généralité? Vous voyez, si je dis, j'aime la choucroute, mais on s'en fout. C'est pas ça qui est intéressant. Quel est l'intérêt que les gens sachent que j'aime la choucroute ou même ça n'a pas d'intérêt. C'est un partage de connaissances. Oui, en quoi la choucroute a-t-elle le fait d'aimer la choucroute a-t-elle de l'intérêt? Vous voyez, à ce moment-là, parce que le Breton, il aime sa galette de sarrasin, le Toulousain, il aime son cassoulet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi s'agit-il? C'est toujours une question. Enfin. Quand il y a une phrase, un mot, vous voyez, si on dit il faut, ben, il faut. Pourquoi il faut? On doit, ben, on doit. Pourquoi est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que c'est qu'un devoir? Qu'est-ce que c'est que... Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une responsabilité? Qu'est-ce que c'est qu'un devoir? Qu'est-ce que c'est que faire quelque chose? Qu'est-ce que c'est que être quelqu'un? Qu'est-ce que c'est... Enfin, ça mérite d'y penser un peu. Hein. et puis quand on y pense et qu'on a en plus qu'on arrive à quelque chose d'autre, de nouveau, ça nous porte. Et puis ça s'enchaîne comme ça. Je sais pas, ça m'amuse. Ben, j'espère que ça amuse les autres aussi. Puis qu'on puisse partager cet émerveillement. Voilà. Non, c'est plutôt ça. Vous voyez,
il y a cette question de passeur. Vous êtes dans un musée, il y a plein de tableaux de Rembrandt, de Picasso, de Vermeer, de machin. Vous passez, vous dites « Oh, c'est beau, oh, c'est beau, oh, c'est beau ». Et puis « Oh, c'est beau », c'est l'animal qui parle. Puis tout d'un coup, il y a un copain qui vous dit « Ah oui, mais t'as pas vu, regarde, en bas à droite, là, il y a une petite coccinelle. » Parce que tu comprends, dans les natures mortes du 18e, on mettait toujours un insecte, parce que l'insecte, c'était, ça nous rappelait, l'insecte et la décomposition, ça nous rappelle que nous sommes mortels, et à l'époque, comme c'était l'époque de la chrétienté, il y avait cette idée que, attendez, il faut se comporter en vue de la vie éternelle, par conséquent, on te le rappelle ici. C'est donc une relation entre le microcosme et le macrocosme. On ne regarde plus jamais le tableau de la même façon. On va chercher où il est l'insecte. Et ce qui est génial dans Gottlieb, par exemple, avec la rubrique à braque, c'est qu'il a mis cette petite coccinelle. C'était évidemment intelligent. Alors, il l'a pas mis pour la même fonction, mais on ne peut plus regarder un tableau pareil. Vous marchez sur un pont, il y a un copain qui vous dit « Ah ben, t'as pas vu ce boulon là? Il est très important parce que c'est lui qui fait tenir l'arche. Et alors, le pont, tu comprends? Et vous ne pourrez plus passer sur le pont de la même façon. Vous regarderez le boulon. En disant, ah, ce boulon, qu'est-ce qu'il est intéressant, hein. Ça, quand un ami vous montre quelque chose et tout d'un coup vous dites, ah ben oui, bien sûr, ça c'est bien, je trouve. Merci beaucoup pour cette interview, Hervétis. Ah oui. Vive la connaissance, vive la chimie, vive le bonheur, vive la joie de vivre. Vous êtes bien sur RVVS 96.9 FM, www.rvvs.fr. Voilà, c'était une émission autour de la culture, autour de la cuisine, autour de la joie de vivre, vous l'aurez compris, et autour de la chimie, naturellement, avec Hervétis, créateur de la cuisine moléculaire, avec Nicolas Curti, créateur de la gastronomie moléculaire et directeur du Centre international de gastronomie moléculaire. Nous le remercions pour cet entretien, long entretien, et tout cet apprentissage en souriant, qui était le fil conducteur de l'émission. Les rendez-vous RVVS à venir à partir de 18h, aujourd'hui, samedi, de 18 à 19h sur RVVS, il y aura l'émission Les Débutants. Puis, à partir de 22h, l'Odyssée du rythme. Sinon, vous pouvez écouter Destination Soleil dimanche à partir de 10h. Puis, en semaine, puisqu'on ne cloisonne pas le week-end et la semaine sur RVVS, eh ben, vous retrouvez Vexin Douceur le mardi à partir de minuit. Sinon, Starting Block le vendredi à partir de 20h. Le Acquisto Show entre 22 et 23h le vendredi. Zone 52 le mercredi à partir de 21h. Le premier mercredi de chaque mois. Et tout le reste en podcast naturellement sur le www.rvvs.fr. Et pour les actualités de reportage VIP, allez sur le www.vipradioonline.fr. Tout de suite, restez connectés sur AVS avec la programmation musicale de Route des Hommes.